Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Mais la plus grande partie du chemin vers cette perfection indépassable, c'est pour ça que je l'appelle ultime perfection, parce que l'humanité est toujours parfaite, même dans ses imperfections, elle est parfaite au présent tout en étant perfectible. Comme un adolescent est parfait en tant qu'adolescent, même s'il doit passer par des périodes difficiles, risquer sa vie en faisant des choses un peu difficiles pour expérimenter. Mais voilà, la perfection passe par là. Pour qu'il devienne un adulte responsable et puis un sage plus tard, il faut qu'il passe par cette période-là. Et l'humanité, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes peut-être dans une sorte, on pourrait dire, d'adolescence, de fin d'adolescence de l'évolution de l'humanité, avec l'Occident comme, on pourrait dire, l'adolescent bagarreur qui reconnaît pas les mérites de son père, des sociétés traditionnelles et des sociétés plus sages, on pourrait dire, et qui dit non, vous comprenez rien, c'est moi qui suis, c'est moi qui ai raison, je fais ce que je veux, etc. Bon, voilà. Jusqu'au jour où il reconnaîtra l'importance, l'Occident commence à prendre en compte les sagesses des peuples premiers, les sagesses africaines, les sagesses océaniennes, les sagesses indiennes, les sagesses, etc. On commence à s'intéresser, mais de façon bienveillante, on va dire, pas condescendante, pas etc. Voilà, c'est un peu nouveau. À chaque fois que je fais mes introductions, je place un petit pic sur la société telle qu'elle est, alors que bon, elle est comme ça. Elle doit passer par là. L'Occident devait être dans ce narcissisme pendant un moment. Voilà, pour l'humanité, c'était quelque chose d'important. Mais aussi, c'est important maintenant qu'on rabote ce narcissisme et que l'Occident commence à voir les choses et aille obligatoirement vers l'horizontalité et non plus le système dominant-dominé qui est le système d'où nous venons. Lorsque nous étions des primates naturels, on était... c'est de là que contient ce système dominant-dominé, avec les Américains qui se sont imposés à la sortie, à la fin du communisme, de la lutte entre le communisme et le capitalisme. Ils se sont institués gendarmes du monde et ça a été important sans doute pour les 40 ans qu'on vient de passer, mais on voit à quel point ça pose des problèmes et ça entraîne des dégâts considérables. Les problèmes, c'est que les États-Unis, en tant que gendarmes du monde, ils sont obligatoirement injustes, ils ont leurs préférés, leurs petits frères préférés, les frères qu'ils maltraitent, etc. Alors que si c'est l'ONU, parce que la logique veut qu'on aille vers l'ONU, et un ONU absolument juste, un vrai père des nations, qui aime chacun de ses enfants exactement de la même manière et qui les protège tous les uns des autres. Quand ils se bagarrent entre eux, qu'ils puissent intervenir et dire avant qu'ils se bagarrent, bon c'est fini, top, on règle le problème et voilà. Donc, et avec justice et pas avec injustice. Là, pour l'instant, l'ONU ne remplit pas ce rôle. Mais c'est dans l'avenir. Voilà, c'est
peut-être dans 20, 30, 40, 50 ans, même pas. Peut-être que ce qu'il est en train de se passer là, et ce qui bouleverse le monde, justement, ce qui révolte le monde, eh ben, oblige l'ONU a commencé à prendre ses responsabilités et les États-Unis à lâcher prise sur l'imprégnation qu'ils ont sur l'ONU et sur les décisions de cette force. Et déjà, ils n'ont même pas été punis pour avoir abusé l'ONU, c'est-à-dire avec la petite fiole, voilà la bande des faucons américains qui ont déclenché une guerre et ravagé un pays avec un faux prétexte, en abusant l'ONU en réalité. Donc en abusant le père des nations. Et là, c'est carrément pour moi un crime contre l'humanité. Parce que l'ONU, c'est l'humanité, c'est le symbole même de l'humanité. Voilà. Bon, bref, ça, c'est des choses qui devront être réglées après. Alors, pour évoluer, dans cette pensée, où la pensée, elle est déjà clôturée, mais pour la préciser, je m'amuse de temps en temps à commenter des bouquins. Et là, j'ai trouvé ce livre, Pensée de Pascal. Et c'est une mine d'or. Pascal, c'est un génie, c'est hallucinant, quoi. Sa façon de penser en éventail comme ça, avec à partir d'une chose en entraîne une autre. Donc c'est vraiment une pensée qui veut tout comprendre, qui est là, qui est en éveil absolu, qui est joyeuse, qui a tout quoi dans son fond et qui regarde les choses vraiment comme il faut quoi dans le monde. Alors là, c'est la troisième partie des pensées, l'incertitude des connaissances humaines. Alors, je vais lire un petit truc des deux infinis, c'était le chapitre précédent. Mais ça, c'est ce que le commentateur qui s'appelle, je vais vous le dire, Philippe Sellier, agrégé de lettres, professeur à l'université Paris 5. Pascal a écrit qu'en éloquence, il faut de l'agréable et du réel, mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du vrai. Voilà. Alors, et c'est vrai que c'est agréable, sa façon d'écrire, mais pris du vrai, voilà, c'est pas du roman. Il était hostile au théâtre et au roman à cause de leur caractère fictif. Il veut du... Voilà, il veut comprendre l'humanité. Il veut comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe. Voilà, il est dans ce truc. Et en même temps, il a raison de parler avec que l'éloquence est quelque chose d'intéressant. Je me suis écarté de ça, malheureusement, parce que j'avais pas les moyens, tout simplement, aussi, très certainement. Mais disons que j'ai voulu écrire la mécanique universelle de façon vraiment organique, on va dire primitive, naïve, qu'elle soit comprise, lue directement et sans fioriture, sans romantisme, sans technique, sans développer une technique. Je l'ai fait par-ci par-là pour m'amuser un peu, mais enfin vraiment ça embrouille la pensée. Il y a quelque chose d'un peu mathématique et ça me fait penser qu'il y a des philosophes qui ont écrit comme ça et qui devaient sans doute penser comme ça, comme Husserl, comme et voilà où il n'y a pas de désir de séduction en somme. Je pense qu'il y a quelque chose qui est comme ça. Ça c'est en dehors, ça les effleure pas de vouloir séduire. C'est pas qu'ils sont hostiles à ça, c'est que ça les effleure pas. Et en fait, ils n'ont pas besoin véritablement de ça. Alors, l'incertitude des connaissances humaines. Wittgenstein, voilà. Il y avait Husserl et Wittgenstein qui écrivent un peu comme ça, selon moi, hein, mais bon, peut-être c'est juste une vision. Moi, je lis en diagonale, je lis, voilà, sans retenir et sans grande réflexion. L'incertitude des connaissances humaines. Les augustiniens, alors ça c'est l'introduction qui est faite par
par le présentateur. Les augustiniens se méfiaient de la philosophie sceptique, dont ils redoutaient le nihilisme. Certains libres penseurs comme Lamotte, Le Vaillère s'appuyaient sur le scepticisme. Déjà à la fin du IVe siècle, saint Augustin avait écrit un traité contre le scepticisme, que Pascal connaît. Malgré tout cela, l'apologiste a décidé d'imposer à l'incroyant une cure de scepticisme qui doit lui révéler les étroites limites de la raison. C'est là où c'est intéressant parce que, voilà, il n'hésite pas à aller contre, et c'est là où il est intelligent, il est fort parce que il s'est pas mis à dos le système, il a réussi à dire des choses vraiment que l'Église à l'époque pouvait condamner très certainement, et tout en restant et ça c'est vraiment une question de bienveillance d'abord et d'intelligence. Voilà, on y va. Instinct, raison. Nous avons une impuissance de prouver invincible à tout le dogmatisme. Nous avons une impuissance de prouver, évidemment. Et ça, cette impuissance, elle est là, elle est encore là. Aujourd'hui, on ne peut pas... la mécanique universelle, c'est un tissu de choses dont une grande partie est improuvable, malheureusement, mais qui sont juste posées comme de la logique. C'est-à-dire... quand je dis l'humanité va vers sa perfection, l'extase, c'est l'extase en gros, l'éveil, le nirvana, le souverain bien, peu importe comment on appelle cet état de fusion avec le tout, avec avec le principe qui est dans tout. Parce que dans cet état, pour avoir fait cette expérience, on est en amour avec tout, avec un grain de poussière, avec une feuille qui se décroche d'un arbre, avec la tôle de la voiture, avec une chaise, avec un animal, avec un être humain, mais on aime tout au même niveau. Donc c'est un état d'amour absolu. Et on se sent en fusion avec le tout. Mais c'est une sensation, ça passe pas dans l'intelligence. Et donc, qu'est-ce qui nous relie à ce tout? Qu'est-ce qui me relie à cette voiture, à la tôle de cette voiture, à la feuille d'un arbre, etc. Eh bien, c'est ce qu'il y a dans les particules élémentaires. C'est dans l'atome, la constitution immatérielle de l'atome, c'est le truc qui est identique chez moi et chez lui. Moi, je suis pas fait de tôle, je suis pas fait de peinture brillante sur la voiture. Je ne suis pas fait de vitre ou de trucs comme ça, mais par contre, ce qui constitue la vitre, ce qui constitue la tôle, à un certain degré, me constitue également. Et c'est le quark, c'est le boson de Higgs, c'est, je sais pas, c'est ce qu'on n'a pas encore découvert au sein de la matière. On l'a découvert très certainement, mais c'est immatériel, donc on n'arrive pas à le toucher. Et donc là, on est déjà devant quelque chose qui est du domaine de l'immatériel, qui est du domaine où on est impuissant à prouver pour l'instant. Et pourtant, on sait qu'il y a de l'immatériel dans la matière, que la matière est constituée d'immatériel. Et cet immatériel, il était à l'origine de l'univers. Parce que l'univers est constitué de ça. Et donc, c'était à l'origine, avant que l'univers se mette en route, eh bien, cette matière immatérielle, cette immatérialité de la matière était là. Et donc, c'est ça, quand je dis que dans l'extase, on est en relation avec ce truc qui était avant la création de l'univers, donc que les religions appellent Dieu, qu'on peut appeler X, peu importe, eh ben, je peux pas le prouver, mais c'est ce qui me paraît le plus logique de ces choses-là. Et il y a plein de choses qu'on ne peut pas prouver. Invincible à tous les dogmatismes. Nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme. Le problème, c'est qu'il est intelligent et il est cultivé et il connaît beaucoup de choses. Donc, je ne connais pas le pyrrhonisme, mais bon, voilà.
Tous errent d'autant plus dangereusement qu'ils suivent chacun une vérité. Leur faute n'est pas de suivre une fausseté, mais de ne pas suivre une autre vérité. Écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences. Descartes. Écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences. Et pourtant, il faut qu'il y ait des êtres humains qui aillent là. C'est une obligation. Voilà, mais le spirituel, le philosophe, il doit éviter de plonger trop loin là-dedans. Il doit prendre, c'est ce que fait d'ailleurs, Pascal. Il connaît très bien les sciences de son époque, mais il va pas aller le creuser, il va pas chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans cet infiniment grand, infiniment petit, l'analyser de façon pointue, etc. Il utilise ça pour ce qu'il veut, c'est démontrer qu'il y a Dieu, démontrer que le monde a un sens, etc., etc. Écrire contre ceux, donc voilà, une lettre de la folie de la science humaine et de la philosophie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette lettre, avant le divertissement, Félix qui potui, Félix nihil admirari, sorte de souverain bien dans Montaigne. Bon, c'est peut-être ce qu'il lit à l'époque. Les principales forces des pyrrhoniens, je laisse les moindres, sont que nous n'avons aucune certitude de la vérité de ces principes. Or, la foi est la révélation, sinon en que nous les sentons naturellement en nous. Or, ce sentiment naturel n'est pas une preuve convaincante de leur vérité, puisque n'y ayant point de certitude, or la foi, si l'homme est créé par un Dieu bon, par un démon méchant ou à l'aventure, il est en doute si ces principes nous sont donnés ou véritables ou faux, ou incertains, selon notre origine. Alors, bien sûr, et c'est là où on se comporte tous comme des croyants, tous. Même les plus gros athées, ils se comportent comme des croyants, parce que sinon, on ne construit rien, même si on détruit, même si mais à partir du moment où on construit, à partir du moment où on fait des enfants, à partir du moment où, ça veut dire que intuitivement, il y a quelque chose qui nous dit, il y a du sens, voilà. Parce que si on était dans l'insensé, dans le fait que rien ne peut se prouver, qu'on vit d'une façon face à un monde insensé, avec une vraie vie en lien avec un monde insensé, on se comporterait vraiment d'une autre manière. L'humanité aurait développé un égoïsme absolu, un individualisme total. Les êtres humains vivraient chacun de leur côté en prenant du plaisir, en s'occupant que d'eux-mêmes, sans avoir de désir que quelque chose leur survive, puisqu'il n'y a rien derrière le fait de se survivre. Et pourtant, quelqu'un qui écrit des livres, un philosophe qui écrit des livres, dans sa tête, il veut se survivre. Sinon, il fait autre chose. Il fait un autre truc. Il fait... Ça me rappelle, voilà, un artiste, il y avait ils ont proposé à plusieurs artistes de faire des œuvres, chacun une œuvre, et de les mettre dans une grotte qu'ils allaient sceller pour des milliers et des milliers d'années, et qui seront ouverts dans le futur. Et chacun est venu avec ses trucs, il y en a qui ont travaillé le marbre, d'autres qui ont travaillé, etc., etc. Et il y a un gars qui est venu et il a joué un air de saxophone. Voilà. Bon, ben, ça veut dire que c'est là. Et encore. Parce qu'il n'est pas dit que dans 1000 ans, on n'ait pas découvert la technique de retrouver contre les pierres
la musique et les sons et les paroles qui se sont dites dans cette grotte. D'ailleurs, c'est ce que je pense quand je me dis qu'un jour, on arrivera à déconstruire, à entendre au sein d'une poterie grecque, romaine, etc., les gens parler, on les entendra parler quand il était à son tour, quand il montait ses colombins, ben la voix s'est incrustée peut-être à l'intérieur de la céramique et on trouvera une machine qui saura entendre ça. Donc on entendra on entendra les Romains parler, les Égyptiens parler, les Grecs parler, etc. Et voilà. On est loin d'avoir tout découvert encore. Et donc, il y a encore du boulot de découverte. Et ça, c'est intéressant à se souvenir de ça, d'ailleurs, même pour moi, parce que quand je dis l'humanité va vers sa perfection et que je veux la rapprocher de nous en disant c'est peut-être dans 3, 4, 5 siècles, ben, peut-être qu'il faudra l'humanité aura besoin de créer, d'imaginer, de découvrir tellement de choses que ça prendra encore plus de temps. C'est possible, enfin bref, c'est autre chose. Voilà, ben, je crois que je vais... c'est tout sur la... C'est compliqué là, parce que il est long ce chapitre. De plus que personne n'a d'assurance hors de la foi, s'il veille ou s'il dort, vu que durant le sommeil, on croit veiller aussi fermement que nous faisons. Bon, ouais, je vais arrêter là sur cette chose. C'est toutes ces analyses de la réalité, des certitudes, etc., etc. Bon, ça a été bien vu déjà. Voilà, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, ben vous mettez des pouces, vous vous abonnez, vous envoyez le lien à vos amis, vous laissez des commentaires, vous allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Tout ça augmente un peu la visibilité de l'espace et des deux espaces. Merci de votre écoute. À bientôt. Au revoir.